Merci infiniment de me céder la parole et puis de votre invitation. Alors, effectivement, je vais essayer d'aborder un sujet qui peut paraître peut-être un peu nébuleux lorsque vous avez vu le titre de la communication, disons de l'intervention. Mais au fur et à mesure des différentes communications qui se sont égrenées cet après-midi, vous avez déjà obtenu, si j'ose dire, un certain nombre d'informations. Je suppose qu'un certain nombre de points d'histoire ou de philosophie politique, vous en aviez déjà conscience. Mais je vais donc pouvoir essayer d'une certaine manière de faire, pardon pour l'expression un peu familière, la voiture palais, c'est-à-dire essayer de reprendre un certain nombre de points qui ont été évoqués dans différentes communications, et en particulier dans celle de mon camarade Pichot, pour effectivement essayer de traiter cette question qui, mine de rien, a l'air très technique, et elle l'est d'une certaine manière, mais qui est absolument centrale dans le visage que pourrait prendre un régime politique qui se substituerait à l'actuel. Alors il est vrai qu'on est tous tentés évidemment déjà d'imaginer ce que pourrait être la nouvelle législation d'un régime monarchiste ou royaliste, on pourrait pinailler sur la chose. Donc la nouvelle législation, les lois qui se substitueraient à l'actuelle production législative. C'est une possibilité et effectivement, peut-être faudra-t-il passer par une période de transition qui serait, je dirais, ainsi constituée. Mais je voudrais essayer d'attirer votre attention sur le fait que, mine de rien, nous ne ferions dans le fond que reproduire la même logique philosophique moderne si, arrivés au pouvoir, finalement, nous résoudrions, nous nous contentions de simplement substituer un légalisme à un autre légalisme. Il y a ce qu'on appelle la sociabilité naturelle, et vous en connaissez tous une illustration par la formule d'Aristote, zone politikon, hein, l'homme est un animal sociable, bien. Et puis à l'inverse, la position de base, l'hypothèse de base de la philosophie politique moderne, qui est celle de la sociabilité artificielle, qui se traduit en règle générale par l'idée d'un contrat social, et vous le savez bien, il y a différentes formes de contrats sociaux, là aussi ça a été évoqué, généralement différentes formes de contrats sociaux qui sont issues des différentes hypothèses que chacun des auteurs pose pour décrire ce qu'il considère avoir été ou être l'état de nature. Est-il un état de guerre généralisée? C'est Hobbes. Est-il un état de paix fragile? C'est John Locke. Est-il un état de paix qui se transforme petit à petit en un état de guerre? C'est Jean-Jacques Rousseau. J'en passe et des meilleurs, parce qu'il faudrait aussi citer Samuel von Pfaffendorf, Burlamaqui, Wolff, Barbeyrac, etc., etc. Alors, vous l'avez compris, l'exposé va essayer de vous présenter les articulations des fonctions souveraines que sont les fonctions judiciaires et les fonctions législatives, et de mettre en exergue le fait que, d'une certaine manière, ce que la philosophie classique et ce que serait vraisemblablement, ou ce que même devrait être, un nouveau régime monarchique, pouvant être d'ailleurs monarchique, en tout cas un nouveau régime, n'est-ce pas, qui se substituerait à celui que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, il faudrait que l'articulation soit exactement inverse. Je pense effectivement qu'un régime alternatif ne peut pas se fonder sur les mêmes concepts politiques, et que par conséquent, eh bien, il faut s'attacher à un petit effort de philosophie et d'histoire. Point par point, je vais donc essayer de vous présenter ces différents éléments, je dirais, d'opposition. Et vous l'avez peut-être remarqué, j'ai écrit les thèses de la philosophie classique sur des papiers blancs et les thèses de la philosophie moderne sur des papiers bleus. Ah, bon, ça fait rire personne, ça fait rire. Non, je l'ai fait, c'est pas grave. Bon, on s'amuse. C'est très drôle. On s'amuse avec ce qu'on veut. Les blancs et les bleus, donc c'est bon, d'accord. On a été lent, voilà. C'est pas grave, tant pis. Bien, alors, reprenons si vous le voulez bien. L'idée de base pour la philosophie classique,
c'est qu'il existe un ordre cosmologique des choses. Je sais que l'expression peut paraître un peu ardue ou un peu nébuleuse. Je la préfère d'ailleurs à l'idée de l'ordre naturel, quoi que je sois évidemment aussi à l'idée d'un ordre naturel, mais vous le savez bien, et Philippe y a fait là aussi allusion, notamment les travaux de Michel Villé, ont mis en exergue le fait qu'avec l'idée de nature, on pouvait parler d'à peu près tout et n'importe quoi. La nature, c'est-à-dire l'ordre cosmologique, ou la nature de l'homme. Les droits de l'homme, qui sont éminemment modernes, sont évidemment des droits tirés de la nature de l'homme, pas du tout des droits tirés de l'ordre cosmologique des choses. Et donc pour éviter une confusion, il vaut peut-être mieux parler de l'ordre cosmologique. L'ordre cosmologique des choses, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que l'homme est intégré à quelque chose qui le dépasse, hein, et il y est soumis. Ça veut dire évidemment que se pose à ce point-là de la discussion une question dont je vous rassure, je ne vais pas la traiter, la question de l'origine de cet ordre cosmologique. Hein. Évidemment, est-il le fruit du hasard? Est-il une création divine? C'est une très bonne question, mais vous en conviendrez que naturellement ce n'est pas l'objet, n'est-ce pas, de la discussion d'aujourd'hui. L'idée, c'est que vous soyez Aristote païen, que vous soyez saint Thomas d'Aquin chrétien, il existe donc un ordre cosmologique, il existe donc une harmonie, et il est donc possible, n'est-ce pas, à l'homme de découvrir les lois qui régissent cet ordre cosmologique des choses. Hein. De la même manière qu'il existe des lois physiques, eh bien, il existe dans cet ordre cosmologique des lois sociales, des lois physiques, des lois biologiques, des lois chimiques. Hein. Ne me demandez pas de vous en parler, je suis totalement, évidemment, incompétent. Mais donc, il existe un certain nombre donc, de lois que l'homme n'a pas à créer, il n'a pas à se faire législateur, n'est-ce pas? Il a à découvrir, n'est-ce pas, par l'observation, par l'analyse, eh bien, les règles qui régissent cet ordre naturel des choses. Précisons, n'est-ce pas, si vous le voulez bien au passage, je vais faire une toute petite parenthèse à ce moment de la conversation, que bien évidemment, vous le voyez, l'idée même de démocratie antique et l'idée de démocratie moderne sont totalement opposées. Leurs finalités ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas parce que vous avez une assemblée avec des personnes élues ou choisies ou tirées au sort qui se réunissent pour débattre, qu'évidemment vous avez le même objet de leur débat. Dans la démocratie antique, eh bien, l'objet, c'est de découvrir ces règles qui régissent l'ordre des choses. Dans la démocratie moderne, l'objet, c'est de se substituer à l'ordre cosmologique des choses. Et donc, par conséquent, il faut faire attention à cela. Et dans le fond, la démocratie antique est peut-être beaucoup plus proche du régime traditionnel monarchique de l'ancienne France que ne l'est, eh bien, la démocratie contemporaine. Alors, s'il existe un ordre naturel des choses, si cet ordre naturel recèle en lui un certain nombre de règles que l'homme n'a pas à créer, mais à découvrir, si cet ordre est en harmonie, si cet ordre est équilibré, eh bien, il faut bien le dire, l'homme est capable, malheureusement, de détruire cette harmonie, d'introduire un déséquilibre, de provoquer, n'est-ce pas, ce que les Grecs anciens appelaient une démesure, une hubris, ou ce que les juristes romains appelaient une injuria, ou si j'ai jamais très bien compris, enfin, toujours mélangé à la prononciation restituée et gallicane, bon, une injure, une injuria. Bon. Donc l'idée, c'est que l'ordre naturel des choses est en harmonie, que eh bien, l'homme doit essayer de restaurer l'harmonie qui a été brisée. Ça signifie que la fonction primordiale du pouvoir politique, c'est de restaurer l'ordre naturel, n'est-ce pas, hein? Il est, n'est-ce pas, intéressant, n'est-ce pas, de constater que, et là c'est une conséquence, c'est une parenthèse que j'évoque à ce moment-là également, il est intéressant donc de constater que la légitimité, ça a été également évoqué, la légitimité dans le fond d'un régime politique, dans la conception classique des choses, dans la philosophie classique, c'est effectivement de se conformer à cet ordre naturel. Il y a dans le fond le régime politique, et ici nous avons tous évidemment une prédilection plutôt pour l'un que pour un autre, mais il ne faudrait pas s'y méprendre. Pour la philosophie politique aristotélo-thomiste, il n'y a pas de régime qui en soi est plus légitime qu'un autre. Un régime politique est légitime
parce qu'il restaure l'harmonie des choses qui a été brisée par les hommes, parce qu'il réalise, ça a été dit, le bien commun. Il n'y a pas de régime politique légitime in abstracto, il y a une légitimité parce que ce régime in concreto réalise ce bien commun. Or, l'objectif d'un régime politique légitime, n'est-ce pas, dans la conception classique des choses, c'est donc de restaurer l'harmonie brisée, l'harmonie qui a été brisée par l'action des hommes. Autrement dit, la fonction judiciaire est donc la fonction politique primordiale. Ce n'est pas la fonction législative. L'homme doit découvrir les règles qui régissent l'ordre naturel des choses, il n'a pas à les produire. Et si nous devions mettre en place un régime qui se substituerait à l'actuel et dans lequel nous ne ferions finalement que singer l'actuel régime, peut-être effectivement la loi positive serait-elle meilleure, mais ça n'empêche que nous serions intellectuellement prisonniers de la pensée moderne. Et que par conséquent, il faut y faire, me semble-t-il, extrêmement attention. Dans la pensée classique, la finalité du pouvoir politique et donc de restaurer l'ordre des choses, pardon pour ces répétitions, le judiciaire donc prime sur le législatif, et le législatif n'est en quelque sorte, n'est-ce pas, qu'au service du judiciaire. Je continuerai la démonstration si vous le voulez bien, mais juste un mot pour faire la comparaison avec le système moderne. Le système moderne, il n'existe pas d'ordre cosmologique des choses. La société, la sociabilité, et la société est donc un artifice. Et cet artifice eh bien, est généralement proposé par les auteurs comme étant donc un contrat social. Contrat social qui permet aux hommes, n'est-ce pas, de passer d'un hypothétique état de nature à un état de société. Et cela a été dit à l'occasion des conférences précédentes. On abdique donc une partie de notre liberté, voire la totalité de notre liberté, pour obtenir la sécurité. Une partie de la liberté, c'est le schéma lockéen, la totalité de la liberté, c'est le schéma hobbésien ou rousseauiste, qui n'est pas exactement le même d'ailleurs, mais enfin, qui aboutit au fait, effectivement, d'une société plutôt de type totalitaire, puisque les hommes se sont dépouillés entièrement de leurs droits naturels au sens moderne du terme, c'est-à-dire des droits tirés de leur nature humaine, pour qu'il y ait effectivement une société qui soit créée. De la même manière, donc, qu'il n'y a pas d'ordre politique s'il n'y a pas de contrat social. De la même manière qu'il n'y a pas de société s'il n'y a pas de contrat social, il n'y a donc pas d'ordre politique s'il n'y a pas de constitution écrite. L'obsession révolutionnaire pour la rédaction d'une constitution vient de là. Mirabeau, qui pourtant n'est pas le plus des excités, n'est-ce pas, des révolutionnaires, le dit, n'est-ce pas, il n'y a pas de constitution. Nous savons bien, par l'histoire, qu'il y a évidemment des règles d'évolution du trône, qu'il y a des règles concernant le domaine de la couronne, qu'il y a un certain nombre de règles de fonctionnement, d'articulation des institutions les unes avec les autres. Elles ont été produites petit à petit par, n'est-ce pas, la vie de la société, n'est-ce pas, ce sont des règles donc, de type coutumière, mais la modernité, partant du principe qu'il ne peut pas y avoir de société s'il n'y a pas de contrat social, part du principe également qu'il n'y a pas d'ordre politique s'il n'y a pas de constitution. Mais il faut aller plus loin. S'il n'y a pas d'ordre politique, s'il n'y a pas de constitution écrite, il n'y a pas non plus de règles de vie en société s'il n'y a pas de loi positive. Et c'est l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89 que Philippe a cité tout à l'heure. La loi est l'expression de la volonté générale. Si vous dites à Aristote que la loi est l'expression de la volonté générale, il se poile. Il est mort de rire. Ça, ou alors il vous fait interner. Mais comprenez la logique. Il n'y a pas de société s'il n'y a pas de contrat social, il n'y a pas de constitution d'ordre politique s'il y a de constitution écrite, il n'y a pas de règles de vie en société s'il n'y a pas, n'est-ce pas, d'expression de la volonté. Et il est parfaitement logique qu'on confie la souveraineté à ceux qui sont à l'origine de l'existence même du corps social. Comprenez, quand vous êtes Aristote, quand vous êtes Cicéron, j'aime moins Cicéron, je suis désolé Philippe, quand vous êtes Cicéron, quand vous êtes saint Thomas d'Aquin, le régime politique, il est au service du corps social, en fonction des circonstances. Est-ce que vous allez instaurer la royauté dans un canton suisse? C'est pas forcément, évidemment, ce qu'il y a de plus évident comme cela.
pourquoi pas à la limite, je vous dirais, mais le fait est qu'il n'y a pas la nécessité. Un régime, il est légitime parce qu'il réalise l'intérêt du corps social à la tête duquel il est. À l'inverse, pour les modernes, il n'y a pas, si j'ose dire, le choix du régime en fonction des circonstances, en fonction des besoins, en fonction du peuple, en fonction du lieu. Il y a la nécessité qu'il n'y ait qu'un seul régime politique qui soit légitime, c'est la démocratie telle que la modernité le définit, parce que tout simplement on confie le pouvoir souverain à ceux qui sont à l'origine même de l'existence de la société, ceux qui ont fait le contrat social. Le régime démocratique, il est absolument nécessaire. Pour les classiques, les régimes sont libres en fonction des nécessités, en fonction du bien commun à réaliser. Pour les modernes, il ne peut pas y avoir de choix du régime. Le régime devient un dogme, parce que si vous remettez en cause ce dogme, ça veut donc dire que vous remettez en cause, in fine, le fait qu'il n'y a de société que parce qu'il y a un contrat social. La conséquence, c'est que donc il ne peut pas y avoir de règles de vie en société s'il n'y a pas l'expression de la volonté générale, et il ne peut donc pas y avoir d'une certaine manière de justice, hein, s'il n'y a pas avant tout, n'est-ce pas, une loi générale et impersonnelle que vous allez appliquer à ce que les juristes appellent des cas d'espèce. Dans la conception classique, vous pouvez résoudre, j'en reviens à mes petites feuilles blanches, dans la conception classique, vous pouvez résoudre un litige en analysant le litige lui-même. C'est dans le litige lui-même que vous allez trouver la solution, c'est-à-dire la manière dont vous allez pouvoir restaurer l'harmonie qui a été brisée. Dans la conception moderne, la nature est muette. L'ordre cosmologique des choses n'existe pas. Donc, s'il n'y a pas de loi établie par l'homme, nous vivons dans une insécurité juridique. C'est d'ailleurs avec cet argument-là que toute la pensée des Lumières a dit que ce que les juges classiques faisaient, c'est-à-dire l'arbitrage, le pouvoir d'arbitrium, devenait quelque chose de péjoratif, est devenu quelque chose de péjoratif, c'est-à-dire le pouvoir arbitraire. Le terme d'arbitrage et d'arbitraire, l'arbitraire du juge est devenu péjoratif au XVIIIe siècle avec cet argumentaire-là. Puisque dans la conception classique, on n'a pas besoin de loi a priori, on peut résoudre le litige en lui-même, restaurer l'harmonie qui a été brisée par ce qui est à l'origine du litige, en analysant le litige. La modernité considère à l'inverse qu'il ne peut y avoir de justice que si l'on applique de l'extérieur une règle générale et impersonnelle qu'on aura établie a priori et que l'on va mettre en application dans ce cas concret. Je voudrais vous faire deux citations pour que vous compreniez l'enjeu fondamental de cette question. Une citation du Digeste, je ne vais pas pérorer ou trop longtemps sur le Digeste. Le Digeste, c'est un recueil de la doctrine juridique romaine. Bon, vous avez une quarantaine d'auteurs, dont les 5 plus connus, la loi des citations, patati patata. Parfait, passons. Le Digeste, donc, rédigé sur l'ordre de l'empereur d'Orient Justinien, et qui réunit au début du VIe siècle la quintessence de la doctrine juridique romaine. Dans le Digeste, vous avez cette formule qui est absolument génialissime et qui est fondamentale. On ne tire pas le droit de la règle, on tire la règle du droit. On ne tire pas le droit de la règle, on tire la règle du droit. Réfléchissez un instant. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, et moi-même, quand j'ai commencé à étudier ces questions-là, ça nous choque. Parce que nous sommes, comme d'une certaine manière, finalement, intoxiqués par la pensée philosophique moderne. Nous avons tous absorbé l'idée que l'on a dans Montesquieu, et cette idée elle est génialement écrite, parce que Montesquieu n'aurait pas eu cet impact s'il n'était pas brillant, cette idée qu'il y a dans l'esprit des lois, et qui synthétise la pensée moderne d'une certaine manière sur cette articulation du judiciaire et du législatif. Il dit « le juge est une bouche qui prononce les paroles de la loi ». Et nous avons tous intégré plus ou moins cette idée-là. Le juge est une bouche qui prononce les paroles de la loi. Ça veut dire que nous avons intégré qu'il faut qu'il y ait une loi positive, qu'ensuite le juge sera chargé d'appliquer à des cas concrets, à des cas d'espèce. Ça va tellement loin cette idéologie, n'est-ce pas, que pendant la Révolution, et ils ont dû l'abandonner après, ils avaient mis en place ce qu'on appelle le référé législatif.
Si la loi ne prévoyait pas explicitement le cas, il fallait que le juge sursoit à statuer pour en appeler au législateur, pour que le législateur puisse établir la loi qu'ensuite le juge, lui, pourrait appliquer. Alors, avec Portalis, il y a eu un adoucissement permettant que, effectivement, on puisse envisager quand même de rendre justice, même dans le cas où la loi serait lacunaire ou ne prévoirait pas tout. Parfait. Mais ça n'empêche que le principe reste le même. Le juge est une bouche qui prononce les paroles de la loi. À l'inverse, dans la pensée classique, le juge, n'est-ce pas, peut trouver une résolution au litige dans le litige lui-même. Et c'est par l'expérience judiciaire, de la même manière qu'on branlote du radium et qu'on trouve des lois physiques, n'est-ce pas? C'est bon, voilà. Eh bien, c'est de la même manière, n'est-ce pas, que par l'expérience, on trouve les lois physiques, c'est par l'expérience judiciaire que petit à petit, on peut trouver effectivement des lois juridiques. Parce qu'on aura résolu au fur et à mesure, n'est-ce pas, au fur et à mesure des litiges. Je sais que cela peut paraître étonnant, choquant, frustrant, j'en suis parfaitement conscient. Je vous dis simplement que si peut-être dans un premier temps, on peut envisager, par souci de survie, de substituer une légalité à une autre légalité, il n'y aura un retour à un régime politique sain que s'il y a une réarticulation des fonctions judiciaires et législatives dans le sens inverse de celle qui est actuellement le nôtre. Alors, c'est trop tard. J'aurais voulu, mais ça sera l'occasion d'une autre rencontre, vous expliquer comment justement on rend justice dans la conception classique, n'est-ce pas? Comment on rend justice dans la conception classique? Eh bien alors là, vous n'aurez qu'à vous reporter, si j'ose dire, soit à la somme théologique seconda secondé, question 60, si je ne m'abuse, et l'éthique à Nicomaque d'Aristote, le livre 5, et vous verrez ce que c'est que l'égalité arithmétique qui permet de réaliser la justice commutative, c'est-à-dire les relations de la personne à la personne, et puis l'égalité géométrique qui permet de distribuer les choses, n'est-ce pas, dans le cadre des relations de la personne avec le tout, avec la société, et c'est ce qu'on appelle la justice distributive. La justice commutative, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle la justice civile et la justice pénale. La justice distributive, c'est ce que nous appelons, et ce que nous appellerons, bien sûr, eh bien, la justice sociale. Merci de votre attention et pardon d'avoir été un peu déçu.